Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter un meurtre sordide. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021, Karine Teboul et son compagnon Frédéric Ruberto sont assassinés à coups de marteau dans leur appart-hôtel à Allauch dans les Bouches-du-Rhône. Mais qui a bien pu s'en prendre à la belle-sœur de l'influenceuse Magali Berda ? Avec moi, vous entendrez les voix de Julie, Kim, Mélissa, les filles de Karine Teboul, celles de ses frères et sœurs, de Magali Berda, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Nous sommes juste à côté de Marseille, dans la ville d'Allauch, le dimanche 10 octobre 2021. Il est 18h. Julie, 24 ans, rentre du travail. Le téléphone il sonne. C'était ma sœur Kim. Allô Julie, j'ai pas de nouvelles de maman, elle est pas rentrée. Et je lui ai dit, Julie, maman, elle nous répond pas de la journée. J'essaye de l'appeler, mais elle me répond pas. Leur mère, c'est Karine Teboul, une maman solo de 46 ans. Et depuis la veille au soir, ses 3 filles, Julie, Kim et la petite dernière, Mélissa, n'ont plus aucune nouvelle. Ma sœur, elle était inquiète, mais je sais pas, je me suis dit ça va, elle a dû décider de déconnecter. Je me suis pas vraiment inquiétée. Si Julie ne s'inquiète pas, c'est parce qu'hier encore, elle a passé l'après-midi avec sa maman. Et elle n'a rien détecté de suspect, bien au contraire. C'est un samedi, je travaillais dans un salon de coiffure. C'était un jour où c'est que ça allait pas dans ma vie. Et ma mère, elle vient au salon, elle me voit que j'étais pas bien. Elle me dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Mais elle est pas belle, la vie. Regarde, tu es jeune, tu as une bonne santé, tu as un travail, tu gagnes ta vie. Allez, profite et tout. Vraiment, la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un cadeau. Karine réconforte sa fille. Pourtant, à ce moment-là, elle n'a pas le moral. Avec son compagnon, Frédéric, il y a de l'orage dans l'air. Je dis, tu vas pas chez Fred ce soir? Elle me dit, non, on est un peu en dispute depuis 2-3 jours et tout. Ce soir, on se retrouve à la maison. Allez, ça va, maman, à ce soir. Donc, je repars sourire, tout va bien. Seulement, contre toute attente, Karine et Frédéric vont entre-temps se réconcilier. Le soir, je rentre chez moi, pas de maman. Je l'appelle, allô, maman, chez où? Elle me dit, finalement, je vais dormir chez Fred. Ce changement de programme n'est pas du goût de Mélissa. La plus jeune des sœurs va tout faire pour que sa maman renonce à la soirée chez son amoureux. Elle a un mauvais pressentiment. Ce jour-là, j'étais malade. Donc je l'ai en quelque sorte, on va dire, supplié de rentrer parce que je n'étais pas bien. Et je ressentais ce truc au fond de moi qu'il fallait qu'elle rentre. Enfin, je le savais, je voulais qu'elle rentre, simplement. Qu'elle me réponde, je ne rentrerai pas quoi qu'il en soit, on se voit demain. Problème. Le lendemain matin, Karine ne donne plus signe de vie. Le matin, donc, je me réveille, j'ai essayé de l'appeler et tout. J'appelais, et je voyais que ça répondait pas, en fait. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle dort, peut-être qu'elle s'est couchée tard, ils ont fait la fête toute la nuit, et elle dort encore, mais ça m'étonnait fortement. Mais au bout de quelques heures, l'inquiétude fait place à la panique. Alors je l'appelais, elle me répondait pas. Ça tombait directement sur messagerie. Alors que ma mère, elle avait toujours de la batterie et jamais elle nous a laissé sans une heure, sans qu'on ait de nouvelles, quoi. On vivait ensemble, on s'appelait 10 fois par jour. Du côté de Frédéric également, c'est le silence radio. J'ai essayé de l'appeler, lui aussi, il répond pas. Donc les deux, ils répondent pas. Donc j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, Julie, va voir à l'appartement de Fred, s'il y a sa voiture. Et c'est ainsi que Julie arrive à la résidence, sans se douter une seule seconde de ce qu'elle va y découvrir. J'arrive, je lève la tête, je vois que les volets sont fermés, et je vois la voiture, je trouve ça bizarre.
J'arrive sur le palier, que la porte n'était pas verrouillée. Je pousse la porte. Et là, je les vois allongés les deux par terre, même le sol, avec un drap recouvert. Et je vois plein de sang. Nous allons vous raconter l'histoire de 3 filles brutalement privées de l'amour de leur mère. Je l'aime, elle me manque. On était toujours dans la joie, de la bonne humeur. Elle était tout pour moi, pour nous. Leur tante, l'influenceuse Magali Berda, dénonce un scandale car le suspect de ce double meurtre a été relâché dans la nature. On peut le croiser n'importe quand. Et qu'il pourrait bien ne jamais être jugé. Quelle honte. Est-ce que c'est légal de tuer les gens? Je vais en tuer moi aussi des gens. On va voir si c'est légal. Et moi, tant qu'il n'aura pas payé, ma vie, je la ferai pas. On va tous se battre. Ce combat, on va le gagner. Retour à Allo. Au moment précis où Julie découvre les corps de sa maman et de son beau-père. Je comprends pas, mon cerveau s'est mis en off en fait. Je me dis, qu'est-ce que vous faites par terre? Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez par terre? Vous êtes sérieux? Allez, levez-vous. Et là, pas de réponse. Alors là, je commence à m'énerver. Maman, maman, maman. J'enlève la couverture comme ça. Là, je comprends. Là, je comprends. Je commence à comprendre qu'ils sont morts. Je crie, maman, 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 maman. Je crie, je hurle. Et d'un coup, j'ai l'impression dans tout le corps. J'ai pas pu rester. J'arrivais pas. C'est pas possible. Donc, je suis sortie, je suis restée devant. Et elle m'envoie un texto. Ils sont morts. Désemparée, Kim se précipite sur place. J'ai ouvert la porte, j'ai vu une mare de sang et un peu ses cheveux, j'ai vu les pieds de Fred et ma mère et je suis partie en crise. J'ai hurlé, j'ai dit on a tué ma mère. Sous le choc, les 2 jeunes femmes préviennent leurs oncles, Stéphane et Ludovic. D'un coup, le téléphone il sonne et de là, ça hurlait dans le téléphone. Je ne comprenais rien. J'entends des hurlements de douleur, de cris. On a tué maman, viens vite, maman est morte. La célèbre influenceuse Magali Berda est l'épouse de Stéphane. Elle assiste à la scène, totalement impuissante. Je vois mon mari qui me regarde. Il n'arrive même plus à bouger, je ne savais pas quoi faire. C'est terrible, quoi. Je veux dire. Je comprends pas. Franchement, j'arrive même pas à parler. D'un coup, vous comprenez que votre vie, elle a basculé. Je bloque, je m'effondre. Avec le meurtre de Karine, la famille Teboul vient de perdre son pilier. Excusez-moi. J'étais tellement en fait tétanisée, mon cerveau il a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je reste dans le déni, seule en fait, dans moi-même. Je comprends rien, ce qui se passe en fait. La douleur de la famille va rapidement laisser place à l'incompréhension et à une première hypothèse, celle du féminicide. On n'avait pas encore le temps d'être en deuil, on s'est posé un milliard de questions. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? On s'est posé la question si c'était pas Fred. Même que lui aussi, le pauvre, il était décédé, mais on s'est dit, c'est peut-être lui, et après, il s'est peut-être tué après. Est-ce que c'est une crise de jalousie? Est-ce qu'ils se sont battus entre eux? J'en sais rien, on sait pas. Sauf que la réalité, vous allez le voir, est bien plus complexe. En arrivant sur les lieux du crime, les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille découvrent un véritable carnage.
Quand on arrive dans cet appartement, on a affaire à une scène de crime digne d'un film d'horreur. Il y a du sang partout, au plafond, sur les murs et bien évidemment sur le sol. Même le policier, il s'est mis en maladie quand il a vu ça, parce que c'était vraiment incroyable, quoi. Karine a le crâne fracassé par des coups de marteau. Son corps est lardé de coups de couteau. Et contrairement à la première intuition des proches de Karine, Frédéric ne peut pas être l'auteur d'un tel déferlement de violence. Il est lui-même lardé d'une centaine de coups de couteau. On ne retrouve pas d'armes sur place, donc c'est forcément l'œuvre d'un tiers. Fred aussi a été assassiné dans les mêmes conditions. Donc la thèse du féminicide est écartée d'emblée. Il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce massacre, mais c'est pas entre les parties, c'est pas possible. Vu l'état des deux corps. Mais alors, que s'est-il passé ? D'emblée, les policiers vont exclure l'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné et s'orienter vers une vengeance personnelle. On leur a pas volé leur effet personnel, pas de carte bleue disparue, pas de bijoux disparus. La porte n'était pas défoncée, donc il y a de fortes chances que Fred ait ouvert sa porte à son meurtrier. Donc ça veut dire qu'il le connaissait a priori. D'après le légiste, le meurtrier se serait présenté à l'appartement de Frédéric entre 2 et 4 heures du matin. Et tout porte à croire qu'il s'en est pris au couple dès qu'il a passé le pas de la porte. Et à la porte d'entrée de l'appartement des victimes, les policiers découvrent un morceau d'os, un morceau de dent, des morceaux de chair, et qui est la preuve absolue d'une action criminelle extrêmement violente. Il leur a sauté dessus comme un animal sauvage. Il les a roués de coups de couteau et de coups de marteau. On leur a laissé aucune chance de survie. On peut plus penser à, compte tenu du nombre de coups portés, à une vengeance, enfin quelqu'un qui avait une haine à l'égard d'un des deux ou des deux. Mais pourquoi tant de haine ? Qui peut en vouloir à ce point à ce couple-là ? Pour le comprendre, les policiers marseillais décident d'interroger les 2 filles de Karine. Et cela sans tarder. L'audition a lieu 3 heures seulement après la découverte des corps de leur mère et de son compagnon. Il nous posait des questions comme si c'était nous, en fait. Comme si c'était nous qu'on avait fait ça. Même on se disait pourquoi il nous pose ces questions-là. Vous êtes sérieux là? On n'est pas bien, vous nous faites la misère. Tu crois quoi, que c'est nous qu'on a tué notre mère en fait? C'est quoi ça? Oui, au début je me sens un peu traitée comme une soupçonnée, quoi. On devient fou, on pète les plombs. Julie et Kim ont le sentiment d'être traités sans ménagement. Pourtant, tous ceux qui les connaissent sont formels. Impossible que les 2 jeunes femmes aient pu faire quoi que ce soit contre leur mère, qu'elles adoraient par-dessus tout. C'était une femme magnifique. Elle était toujours souriante. Elle avait la joie de vivre. Mamounette, joyeux anniversaire. Merci. Et elle avait aussi cette douceur de maman. C'est ce qui est normal, les câlins, les bisous, je t'aime. On était toujours dans la joie, de la bonne humeur. Bisous. Comme ça, pour mon anniversaire au moins. On était tous ensemble à chaque fois, quoi. Allez, c'est un bisou, oh là là, à ta mère. Ouais, c'était bien. Joyeux anniversaire. On était derrière ma mère comme un canard avec ses canetons, quoi. C'était vraiment l'image de ma mère que j'ai. C'est la canne avec ses canetons derrière. Même que les canetons, ils ont 30 ans, ils sont toujours derrière comme ça. Il faut dire que pour cette maman poule, la vie est une fête permanente. On adorait chanter. On chantait tout et n'importe quoi, mais que des anciennes chansons. Elle donnait toute son énergie. Elle était à fond. Elle avait toujours comme si elle avait un micro.
Elle chantait, n'importe quoi. C'était ma mère, quoi. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. On s'évadait tous ensemble, c'était notre truc à nous. Voilà, on chantait, on dansait. C'était une battante, elle nous a toujours élevés toutes seules, moi et mes sœurs. Elle donnait vraiment, était à 1000% pour les filles. Hein. Elle avait sa force dure pour nous engueuler, pour avoir de l'autorité, etc., pour nous éduquer correctement. Elle faisait le rôle du père et de la mère. Voilà, elle faisait les deux en même temps. Et même si la famille est fusionnelle, lorsque Karine décide de refaire sa vie avec Frédéric, ses filles vont accueillir son compagnon à bras ouverts. C'était notre seul beau-père qu'on a eu d'ailleurs depuis 8 ans qu'elle n'avait pas eu d'homme après mon père. Du coup, on était trop contentes de voir ma mère heureuse, enfin avec Chéri. On la voyait vraiment épanouie. C'était trop mignon. Fred, c'était un gentil garçon. Il aimait ma mère. Je sais qu'il aimait. Un homme aimant qui, d'après sa propre sœur, n'a jamais eu aucun ennemi. Mon frère, c'était quelqu'un de formidable. C'était quelqu'un qui voyait le mal chez personne. Il aimait les gens. Il avait beaucoup d'amis. Frédéric n'a jamais eu de dispute avec qui que ce soit. Il était poli, discret. Voilà, c'était quelqu'un de réservé. Les enquêteurs ont beau chercher, rien dans la vie de Karine et Frédéric n'explique qu'on vienne sauvagement les tuer au beau milieu de la nuit. On n'est pas une famille de voyous, on n'est pas... voilà, ma sœur, elle a toujours fait des choses que clean, plus que clean dans sa vie. Elle n'est pas dans des affaires de drogue. C'est pas des gens qui demandent de l'argent, c'est pas des gens qui jouent, qui empruntent de l'argent à quelqu'un. En fait, en clair, c'est pas des gens à histoire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on les massacre comme ça? Enfin, je veux dire, qui a fait ça? Les proches de Karine Teboul nagent en pleine incompréhension. Mais au sein de la résidence où vivait Frédéric, des voisins pensent déjà tenir le coupable. Retour sur le lieu des crimes. À l'époque, Joseph occupait un appartement dans le même bâtiment. Et il s'est tout de suite forgé une intime conviction. Quand j'ai pris connaissance de ce qui s'était passé, je savais qu'il ne fallait pas aller chercher loin. Moi, je pense à un voisin. Et si Joseph pense que le meurtrier fait partie de la résidence, c'est parce que l'endroit est difficile d'accès. Et lorsqu'un visiteur s'y aventure, il ne passe jamais inaperçu. Pour accéder à la résidence, il y a cette fameuse côte à monter. Elle est assez raide, je l'ai faite quelques fois. Je vous jure que tout le monde vient en voiture. Une fois arrivé au bout de l'impasse, il faut forcément se garer au vu et au su de tous. S'il y aurait eu une voiture, on l'aurait entendue, je l'aurais entendue. Elle se serait garée. Ou elle serait restée au milieu du parking. Mais non seulement j'ai rien vu, mais j'ai rien entendu, mais personne n'a entendu quoi que ce soit. Personne. Pour Joseph, c'est la preuve que le meurtrier habite forcément la résidence. Et avec 2 autres habitants, Marie-Christine et Alain, ils en sont arrivés à soupçonner le même voisin. Un homme de 40 ans, dénommé Alexis. Depuis sa séparation, il vit dans l'appartement situé juste à côté de celui de Frédéric. Je me suis dit, c'est lui. Je suis sûre. Son comportement était bizarre. Il ne me disait pas bonjour à personne, ni rien. C'était un peu... C'est un ours, hein. Pas un sourire, rien. Froid. Il n'était pas sociable, ça c'est clair. Il fréquentait personne de la résidence. Il vivait cloîtré chez lui, il n'y avait pas de visite ni rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir chez lui.
toujours seul, quoi. C'est toujours sur le balcon, à épier tout le monde, à regarder qu'est-ce qui s'est passé, voilà, quoi. Il observait les voisins, il observait, il regardait tout. Il était toujours sur le balcon. Le jour, Alexis épie chaque fait et geste de ses voisins. Et toute la nuit, il s'adonne à des pratiques, pour le moins étranges. La nuit, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Il était toujours sur sa terrasse. Il faisait brûler de l'encens, on voyait. C'était un peu comme du spiritisme. Et puis, c'était des cris, des chansons un peu comme les Indiens, vous savez, les Indiens, ils chantaient à tue-tête. C'est vrai qu'il avait la terrasse toujours allumée. Ça a interpellé parce que c'est bizarre comme façon de faire, quoi. Ce qui est bizarre également, c'est son comportement au moment de la découverte des corps de Karine et Frédéric. Souvenez-vous, lorsque Kim arrive à la résidence. J'ai ouvert la porte, j'ai vu une mare de sang, j'ai hurlé, j'ai dit on a tué ma mère. En fait, juste après avoir entendu le cri de Kim, le voisin a accouru et il semblait sur la défensive. Il est sorti et il a dit mais j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, c'est pas moi. J'ai trouvé ça bizarre quand il est sorti de son palier et qu'il a dit ça. C'était pas un comportement normal. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il n'a pas ce genre d'attitude. À tout le moins, cela interroge. Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tôt, Alexis, le voisin, avait déjà eu un comportement étrange vis-à-vis de Julie, la fille aînée de Karine. Alexis va tenter de réconforter Julie. Il a essayé de la prendre dans ses bras pour la consoler. Et puis, c'est tout. Il va rentrer chez lui et il va fermer la porte, prétextant que non, il veut surtout pas voir ce massacre, que c'était quelqu'un de sensible. Et il était blanc. Il était livide. Je veux pas voir ça. Lui, son comportement, il était bizarre. Du début à la fin, il était bizarre, son comportement. Et je me dis, pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un voisin qui épie les moindres faits et gestes des habitants de sa résidence, qui se justifie auprès des victimes, puis qui disparaît d'un coup. Mais il y a encore plus troublant. Pendant toute la journée qui sépare les meurtres de la découverte des corps, Alexis n'aurait pas vu les traces de sang qui, souvenez-vous, étaient devant la porte de l'appartement de Frédéric. Et ce, alors qu'il vit juste à côté. Il y avait l'appartement de Fred et en recoin, au bout de la coursive, il y avait l'appartement d'Alexis. Voilà, parce qu'en fait, il était sur un palier qui était isolé, tout au bout d'un couloir. C'était vraiment un palier isolé avec 2 portes. Le seul qui passait devant l'appartement de Fred, il n'y en avait qu'un seul, c'est son voisin. C'était le seul. Il y avait du sang par terre, dans la coursive, il y en avait de partout. Alors, comment se fait-il qu'Alexis n'ait rien signalé? Placé en garde à vue, l'homme est sommé de s'expliquer. Mais vous allez voir qu'en audition, son attitude ne va pas plaider en sa faveur. Trois jours après la découverte des corps de Karine et Frédéric, les policiers pensent tenir le coupable. Seulement, le suspect ne se laisse pas impressionner. Il est dans une toute-puissance, il veut pas communiquer les codes de son téléphone portable, il veut pas communiquer les codes de son ordinateur, il collabore en rien avec les enquêteurs. Il est tout de suite sur la défensive et il va tout de suite dire « Ah, j'ai pas bougé de chez moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. » Mais en niant toute implication dans les meurtres de Karine et Frédéric, l'homme a commis un faux pas.
Et lui, il dit qu'il n'a pas bougé de chez lui dans la nuit du samedi au dimanche. Et il affirme ne pas être sorti. Seulement voilà, les enquêteurs disposent d'un témoignage qui permet de penser qu'Alexis ment et que le soir du crime, il n'était en fait pas chez lui. Voici ce que raconte Alain, l'un de ses voisins. J'étais sorti en discothèque ce soir-là, et quand je suis rentré à 4h du matin, j'ai constaté comme quoi il avait passé son scooter, quoi. Et puis il y avait la terrasse toujours allumée. Mais ce soir-là, il n'était pas allumé, quoi. Il n'y avait pas de lumière, ni rien. Il n'était pas là. Et c'est pour ça que ça m'a choqué, quoi. Surtout la nuit. Je ne l'ai jamais vu sortir la nuit. Voilà, lui, il ne sortait jamais la nuit. C'est pour ça que ça m'a interpellé, quoi. Évidemment, les policiers vont pas se contenter de ces affirmations, ils vont vérifier des choses, notamment la téléphonie. Et là, ils s'aperçoivent, en faisant son téléphone, ils s'aperçoivent qu'il a bougé, que son téléphone portable a bougé vers 3h30 du matin. Et ils vont bien évidemment vérifier les caméras de vidéosurveillance. Et là, ils vont s'apercevoir qu'il va prendre son scooter pour se rendre à Marseille. Et voici le trajet que les caméras de vidéosurveillance ont permis de reconstituer. À 3h25, Alexis quitte sa résidence d'Allot. 48 minutes plus tard, il arrive au Goudes, à Marseille. Un quartier à flanc de colline, situé en bord de mer. Il se gare et n'y reste que 16 minutes avant de rentrer chez lui. Lorsqu'Alexis revient à son appartement, il est presque 5h30 du matin. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Karine Teboul. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un élément va permettre aux enquêteurs d'identifier le suspect. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Karine Teboul, vous allez voir qu'un élément va permettre aux enquêteurs d'identifier le suspect. Avec moi, vous entendrez les voix de Julie, Kim, Mélissa, les filles de Karine Teboul, celles de ses frères et sœurs, de Magali Berda, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Et donc à un moment donné, les policiers lui montrent les images vidéo en disant « là, c'est votre scooter, c'est vous ». Et là, il finit quand même par en convenir, en disant « oui, effectivement, je m'en rappelais plus, mais oui, je suis sorti pour m'apaiser ». Mais s'apaiser de quoi? Tout ceci reste quand même très étrange. Qu'est-ce qu'il est parti faire au Goudes entre 3h et 5h du matin? Entre 3h et 5h du matin, souvenez-vous, c'est juste après l'heure estimée des crimes. On peut supposer qu'il est allé au Goudes pour se débarrasser de l'arme du crime et accessoirement des vêtements qu'il portait, qu'il aurait tachés de sang, parce que vu la violence des coups donnés, il devait être maculé de sang. Cette hypothèse, les enquêteurs vont s'empresser de la vérifier. Et les analyses laissent peu de place au doute. Les policiers, bien sûr, vont expertiser le scooter qu'il a utilisé pour aller au Goudes. Et là, ils vont retrouver du sang des deux victimes. À la fois du sang de Karine, mais également du sang de Fred. Et puis, ils vont passer le Blue Star à son domicile. Et en passant le Blue Star à son domicile, ils vont retrouver encore des taches de sang sur l'évier dans la cuisine. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plié pour lui, sur un plan scientifique en tout cas. Pourtant, en garde à vue, l'homme reste étonnamment imperturbable. Malgré toutes ces preuves accumulées, malgré l'évidence, il continue à nier les faits. Il n'a rien à voir avec ce crime sordide. Mais on n'a même pas besoin de ses aveux. C'est mieux quand on a des aveux, tous les enquêteurs vous le diront. On le sait, mais on n'a pas besoin de ses aveux. En l'occurrence, dans ce dossier, au niveau des preuves, c'est carré. Le 13 octobre 2021, Alexis est placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre. Lorsque la famille de Karine apprend son identité, c'est la stupeur.
Et pour cause. C'est ce voisin qui a pris dans les bras Julie. Elle s'est jetée sur lui. Il l'a serré dans les bras. C'est un monstre. Voilà, donc il fait genre, c'est pas moi. Oh là là, quelle scène d'horreur. Oh, qui a pu faire ça? Et en fait, c'est lui. Mais c'est morbide, c'est méchant. Enfin, c'est horrible, quoi. On est dans la perversité la plus totale. Pour les proches de Karine Teboul, Alexis serait un grand manipulateur qui nie toute responsabilité sans jamais expliquer ses crimes. Seule consolation, le voilà désormais sous les verrous. Mais vous allez le voir, pour pas très longtemps. Nous sommes le 17 avril 2024. 2 ans et demi après l'incarcération d'Alexis, Stéphane Teboul reçoit un appel qu'il n'oubliera jamais. Je me rappelle comme si c'était hier. Mon avocat il me dit « on est cuit ». Je dis « mais pourquoi ?» Il me dit « parce que on va le remettre en liberté ». J'ai dit « pardon ?» Un jour, mon mari qui devient blanc, et je lui dis « mais comment c'est possible ? Je comprends pas, il va pas sortir ?» Bah si, il va sortir aujourd'hui. Informés de cet incroyable revirement de situation, les 3 filles de Karine Teboul sont dévastées. J'ai pas les mots. C'était inimaginable en fait. Il est dehors. Là, on ressent de la haine, de la rage, une colère noire. On a le démon, franchement, on a envie de tout casser. On a la haine, on rumine, on n'arrive plus à dormir. Pour les proches des 2 victimes, la situation est inacceptable, mais pourtant tout à fait légale. Pour le comprendre, il faut remonter le temps et revenir au moment où Alexis a été incarcéré. Ça se passe mal l'incarcération d'Alexis parce qu'il a été très régulièrement menacé, frappé, agressé. Il va écrire au juge pour dire qu'il vit très mal sa détention, qu'il se sent pas très bien, qu'il a des problèmes psychologiques. Enfin, bref, il va mal. En janvier 2023, la juge d'instruction en charge du dossier accède à sa demande et le place dans une unité psychiatrique rattachée à la prison. Et lorsqu'un détenu est hospitalisé en psychiatrie, il lui faut un tuteur de curatelle. Quand on place une personne sous curatelle, on estime qu'elle n'a pas toute sa tête pour prendre les décisions importantes, à savoir si elle veut signer des papiers administratifs. Cette personne doit l'accompagner. Sauf qu'à l'occasion d'une simple demande de remise en liberté surveillée, la justice va commettre une terrible méprise. Il y a un truc incroyable qui va se passer. Le juge oublie de convoquer sa curatrice, ce qui constitue un vice de procédure. Et donc, les avocats ont fait en sorte d'annuler la détention provisoire d'Alexis, ce qui fait qu'il se retrouve libre. Un raté inexcusable pour les proches de Karine Teboul, comme pour la sœur de Frédéric. C'est complètement ahurissant de se dire que par rapport à un problème administratif, en quelque sorte, il va être libéré. On le vit très mal. Il est libre, il habite chez sa mère, donc il est complètement libre. Il a une obligation d'aller se rendre, je crois, 3 fois par semaine à la police. Mis à part ça, il n'a pas de bracelet électronique, il n'a rien. Il n'y a personne qui le surveille. Et il est dehors, à Marseille, et on peut le croiser n'importe quand. On peut le croiser au match. On peut le croiser en allant faire les courses. Personne ne se soucie de notre sécurité. Il habite à 5 km de chez nous, c'est aberrant, quoi. Enfin, on parle de quoi?
On parle de quelqu'un qui, sur ce dysfonctionnement, est remis en liberté. Mais alors, c'est même pas les victimes auxquelles on manque de considération là. C'est carrément la société tout entière à qui on fait prendre le risque d'une récidive. Donc c'est de la folie. C'est de la folie judiciaire. La folie, Maître Gay ne croit pas si bien dire. Voilà justement ce qu'Alexis va invoquer auprès de la justice. Il va demander au juge d'instruction à être entendu. Et donc il se présente chez son juge d'instruction alors que rien ne l'obligeait à le faire. Et là il va avouer. En disant voilà, jusqu'à présent je m'en souvenais pas, maintenant je m'en souviens. Il va dire qu'il était possédé, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Puis il va dire c'est des voix qui lui ont dicté de commettre cet abominable crime. C'est pas lui, mais c'est lui un peu quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une espèce de flou artistique auquel on comprend rigoureusement rien. Il n'empêche, ces aveux tardifs du suspect vont avoir un impact considérable sur l'enquête. Et la juge, elle nous convoque pour nous dire quoi? Elle nous dit, je suis désolé, mais à partir du moment où il a avoué ses crimes, je ne peux plus. Du coup, l'enquête ne peut plus être clôturée, puisque ça relance tout. La juge va estimer que suite à ces aveux, il est nécessaire de refaire une nouvelle expertise médicale pour évaluer sa conscience au moment des faits, c'est-à-dire 3 ans plus tôt. Et là, novembre 2024, on reçoit le rapport d'expertise qui nous dit il y a abolition du discernement. Et l'abolition de son discernement, ça veut dire que là, il est complètement en dehors des clous. Et comme en France, on ne juge pas les fous, on considère que si son discernement est aboli, on ne peut pas le juger. Et du coup, on risque de ne pas avoir de procès. Pas de procès? Cette éventualité choque les proches de Karine Teboul et de son compagnon Frédéric. Car la toute première expertise psychiatrique réalisée peu de temps après les faits n'avait pas relevé d'abolition du discernement chez Alexis. Dans la première expertise, il n'y avait pas d'abolition du discernement du tout. Et on décrivait même la personne comme dangereuse. Donc là, on a une nouvelle expertise qui dit l'inverse. Que c'est de la folie. Pour moi, c'est de suite après les faits que ça pourrait être analysé, pas 3 ans plus tard, en lui laissant l'opportunité de réfléchir à ce qu'il allait répondre, à jouer la carte de la folie. On peut tous dire que on n'était pas dans notre corps, qu'on l'a vu de l'extérieur, qu'on n'était pas conscient. Alors, Alexis aurait-il tué ses voisins dans un accès de démence? Ou essaie-t-il d'échapper à ses responsabilités? Vous allez voir que dans ce dossier ô combien complexe, certains éléments pourraient laisser planer le doute. Jusqu'à présent, la police n'a trouvé aucun mobile pour expliquer les meurtres de Frédéric et Karine Teboul. Ce qui crédibilise forcément l'hypothèse d'un coup de folie. Alexis, lui, il dit qu'il connaissait comme ça vaguement Fred, mais qu'il n'avait pas de relation particulière avec lui et que par conséquent, il n'avait aucune raison de lui en vouloir. Seulement, selon Joseph, qui a longtemps été le voisin de Frédéric et d'Alexis, ceci ne serait pas tout à fait vrai. Il fréquentait Fred, parce que je les ai vus plusieurs fois, accolés sur la terrasse, enfin, comme ils avaient une terrasse mitoyenne, séparée par des vitres, ils se mettaient tous les deux à côté et ça discutait. Et d'après les proches de Frédéric, les 2 hommes commençaient à bien se connaître. Mon frère m'a dit que c'était une personne qui avait perdu son travail, qui avait perdu la garde de ses filles, qui était divorcée, qui avait plein de soucis et ça le touchait, je sentais que ça le touchait. Il me disait qu'il était gentil en plus, qu'il était sympa, je crois qu'il avait même fait des parties de cartes ensemble. Voilà, il est rigolo ce voisin, il disait. Ils s'entendaient bien, Mais après s'être attaché à lui, Frédéric aurait fini par prendre ses distances.
Ce voisin était très omniprésent. Il restait sur son balcon près de la séparation. Il faisait en sorte d'être là en permanence et d'écouter tout ce qui se passait sur l'appartement d'à côté. Et mon frère, il en avait marre, ouais. Il étouffait, je pense, par sa présence. De ce qu'on a su par les voisins, ils les auraient entendus se disputer sur le palier et mon frère lui dire qu'il ne voulait plus entendre parler de lui. Et ce qui aurait mis le feu aux poudres seraient en fait les regards insistants d'Alexis vis-à-vis de Karine. Des regards qui mettaient Frédéric très mal à l'aise. Je sais qu'il disait à ma mère de faire attention, de ne pas se mettre des jupes ou quoi, parce qu'il regardait ma mère avec la bave, quoi. Il la trouvait trop belle, apparemment. Lui, il supportait mal sa séparation avec sa femme. Et puis, à côté, il avait Frédéric qui entretenait une belle relation amoureuse avec Karine. Peut-être qu'il était jaloux, qu'il voulait ma mère pour lui, ouais. Il la trouvait trop belle, ma mère, c'était une belle femme. Hein. Est-ce qu'il a passé ses nerfs de toute son histoire de couple sur ma belle-sœur et Fred parce qu'il vivait une belle histoire d'amour et qu'il a voulu se venger sur eux? Impossible d'affirmer avec certitude qu'Alexis se serait acharné sur Karine et Frédéric par jalousie et convoitise. En revanche, une chose interroge. Si l'homme a été pris d'un coup de folie au moment de les tuer, comment aurait-il eu ensuite la présence d'esprit de brouiller les pistes? Quand il va reconnaître les faits, il a dit que s'il s'était rendu au Goude, c'était pour se débarrasser des vêtements, se débarrasser des couteaux, des outils qui lui ont servi à commettre ce double homicide. Donc comment on peut avoir l'intelligence en pleine nuit, prendre son scooter, prendre les armes, aller au Goude et dire après, au final, moi, je suis fou. Je suis fou. J'arrive pas à concevoir. Quelqu'un qui est fou pour moi, quelqu'un qui est fou, il pense pas à tous ces détails. Une abolition, c'est vous ne savez plus ce que vous faites et donc vous avez aucun souvenir puisque vous n'aviez aucun discernement pendant un très long moment. Et donc, ça ne peut pas correspondre avec quelqu'un qui sait qu'il a utilisé une arme, que c'est l'arme du crime et qui va aller la jeter au Goude, par exemple. Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre que les experts puissent dire autre chose par rapport à ça. Fort de cette conviction, les proches de Frédéric et Karine demandent fin février 2025 une contre-expertise psychiatrique. En attendant les résultats, il remue ciel et terre pour que justice soit faite. Un combat qui, contre toute attente, va les faire passer du rang de victimes à celui d'accusés. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans et ma mère s'est fait assassiner sauvagement quand j'avais 12 ans. Écoutez bien cette vidéo. Mélissa l'a publiée sur les réseaux sociaux une semaine après le placement en liberté surveillée d'Alexis. Je m'adresse aux gens, sachez qu'il y a un homme dangereux en liberté. Un cri du cœur de Mélissa qui a été vu par plus de 5 millions de personnes. Moi, quand j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour faire bouger les choses. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les proches de Karine Teboul créent aussi un groupe baptisé « Justice » pour Karine. Et on voit des gens qui sont de notre côté, ils nous comprennent, quoi, ils nous soutiennent, voilà. Ça fait du bien. Petit à petit, on met des photos de lui, on dit « Faites attention à vous ». Voilà, on avertit la population. Si les filles de Karine Teboul s'y sentent autorisées, c'est parce qu'elles considèrent que l'identité d'Alexis n'était pas confidentielle. Son prénom ainsi que l'initiale de son nom de famille avaient été divulgués dans plusieurs articles de presse locale. Le tueur était déjà sur les réseaux sociaux, son profil était public. Donc dans les journaux, on aurait pu retrouver son nom et les gens auraient pu aller voir sa photo. Nous, on a juste affiché sa tête, mais on n'a pas dit il habite là, ou la juge qui s'occupe de ce dossier, c'est celle-là. Enfin, vraiment, nous, on a juste dit faites attention à vous, on n'a pas donné d'infos. Pourtant, le meurtrier présumé de leur mère va se servir de cette dénonciation pour poursuivre en justice les proches de Karine,
la victime. Un matin, ça me sonne à la porte. Bonjour, huissier de justice, avec une assignation chez le juge. Moi, ma sœur et mes 2 oncles. Pour ce groupe et ces photos où c'est qu'ils nous reprochent de l'avoir mis en danger. Ils demandent de l'argent. Il n'est pas question qu'on donne un seul centime à la personne qui a tué ma mère et mon beau-père et qui est dehors et qui essaye de retourner la situation. Il essaye de trouver tous les vices possibles dans les lois pour nous contrer au lieu de regretter d'avoir un petit peu de peine pour la famille. Non. Lui, il nous fait encore plus de mal. La convocation a lieu au tribunal de Marseille le 7 mars 2025. Une audience sous haute tension. À la sortie, les filles de la victime sont à bout de nerfs. Quelle honte. Est-ce que c'est légal de tuer les gens? Je vais en tuer moi aussi des gens. On va voir si c'est légal. Crac, c'est normal, parce qu'elle réagit à chaud, c'est normal qu'elle réagisse à chaud, on va pas lui reprocher en plus, non? Voilà. Ils sont en colère contre l'administration judiciaire. Je suis vidée, je suis fatiguée, encore plus en énervée que avant de rentrer. Voilà, c'est aberrant. On est un peu à bout de force et d'énergie. Moi, je suis décidée, j'ai rien à ajouter. Au final, la justice a seulement condamné les proches de Karine à retirer la photo d'Alexis qu'ils avaient publiée sur les réseaux sociaux. Ils n'auront pas à lui verser le moindre centime. Mais le simple fait d'avoir été du côté des accusés les a profondément traumatisés. C'est lui qui tue, mais il est tellement bien aiguillé et procédurier qu'il arrive à tourner la sauce à son avantage. Et on se sent complètement abandonné, en fait. On se sent oublié, piétiné. C'est symbolique. Se retrouver sur le banc des prévenus, en face du meurtrier, de leur maman et de leur sœur, parce qu'ils ont publié une photo, alors que lui, finalement, n'est pas sur le banc des accusés, n'y sera peut-être jamais. C'est une histoire sans fin. Ça s'arrête pas. C'est-à-dire c'est un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar qui se poursuit. C'est pas un processus judiciaire, c'est un cauchemar judiciaire. Début mai 2025, la dernière contre-expertise psychiatrique a de nouveau retenu l'abolition du discernement. Si la chambre de l'instruction reconnaît l'irresponsabilité d'Alexis, les proches de Frédéric et Karine sont bien décidés à faire appel. On est à cran. On est à cran tout le temps. On doit aller travailler, mais on n'arrive plus à travailler parce qu'on pense tout le temps. On dort plus la nuit. On se réveille, on fait des cauchemars. On s'endort en pensant à son visage. Il me hante. Je pense toute la journée à lui. Quand je me lave le matin, je prends ma douche, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Je mange, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Je suis jamais bien. C'est un épuisement permanent tous les jours. Tu peux pas vivre en fait. Tu peux pas vivre. Et moi, tant qu'il aura pas payé, ma vie, je la ferai pas. Contacté, l'avocat d'Alexis n'a pas souhaité nous répondre. En l'absence de jugement, l'homme reste présumé innocent. Voici une vidéo qui a été tournée en 2016. De l'accueillir comme il se doit pour sa bat mitzvah ce soir. À l'époque, Kim avait 13 ans et elle fêtait son passage religieux de l'enfance à l'âge adulte. Un moment de joie immense pour elle et toute sa famille. Des images d'insouciance, de légèreté, mais aussi de tendresse. Qui illustre parfaitement l'amour inconditionnel que Karine portait à ses filles. Je l'aime, elle me manque.
pour elle. On vit pour elle. Et on pense à elle. Je pense à elle tout le temps, jour et nuit. C'est ma raison de vivre. Aujourd'hui, Kim, Mélissa et Julie s'accrochent aux souvenirs de leur maman pour continuer à avancer comme elles le peuvent. Je garde son sourire. Son sourire et j'essaie de repenser à ce jour-là. Elle me disait, maman, la vie elle est belle et tout profite. Et ma mère elle me disait, ma fille, je t'aime de tout mon cœur, tout mon amour. Voilà, il n'y a rien qui nous sépare. Même après la mort, il y a l'amour. Et voilà, j'en retiens ça et elle est dans mon cœur et partout où je vais, elle est avec moi. Voilà. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Karine Teboul. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.